Salut tout le monde, ici Marika et nous nous apprêtons à plonger dans l'épisode 3 de Colossal. Effectivement, nous allons poursuivre nos aventures dans ce monde. La dernière fois que nous nous étions vus, nous avions plongé littéralement dans un monde sous-marin, maritime, aquatique dans lequel Odile Orvis avait rencontré une créature que nous avions inventée, du moins elle était inspirée de Nessie, le monstre du Loch Ness. Et finalement, ça s'était bien passé. On avait réussi à apprivoiser la bête qui nous avait mené un peu à travers les eaux jusqu'à ce qu'il y ait tsunami, que nous nous retrouvions sur une île déserte, sur laquelle, en fait, nous avons également déniché une relique à nouveau à l'image du beffroi draconique. À la suite de tout cela, nous sommes finalement sortis des eaux pour atteindre une ville, la ville de Parapet. Donc, je voulais à nouveau vous remercier de me suivre dans ce périple après maintenant 3 aventures. Nous allons poursuivre pendant un certain temps. Je crois que à la suite de notre découverte de la ville, vous allez voir, c'est quand même des mécaniques différentes aujourd'hui que nous allons explorer. Il risque d'avoir une autre session où nous allons peut-être faire plus d'exploration dans la ville parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment la création de cet endroit-là qui est, comme je le disais, qui fonctionne de façon un peu différente. Et par la suite, on arrivera probablement à l'épisode final, à savoir l'atteinte des remparts. Donc, merci d'être encore là si vous y êtes depuis le début. Si ce n'est pas le cas, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à aller écouter celle qui précède session 0, session 1, session 2. Et nous en sommes à la session 3 avec Odile Orvis qui a maintenant 2 beffrelets avec elle. Donc, pour comprendre un peu plus les villes du Colossal, on a rencontré plutôt dans l'aventure un village, mais cette fois-ci, on va vraiment faire affaire à quelque chose qui ressemble plus à une cité. Et qu'est-ce qui va permettre de bien définir les cités? C'est en fait la construction de celles-ci, à savoir qu'elles vont être toutes structurées à partir de corps de beffroi qui ont été abattus. Donc vraiment, les magasins, les tavernes, on va voir tout à l'heure quels peuvent être finalement les endroits qu'on retrouve dans ces cités, vont être construites à même des parties des beffrois qui ont été affrontés précédemment. C'est également des endroits qui vont se démarquer grâce à l'avancée de la technologie. On a vu plus tôt, en fait, dans les premiers épisodes, même premier, je crois, session 0, j'ai mentionné qu'on devait ancrer nos aventures davantage dans une époque qui se rapproche du médiéval. Ici, on voit là qu'on pousse un petit peu plus loin, puisque justement, il va y avoir de la technologie magique un peu plus avancée dans les cités. Autre chose également, c'est que ce sont des endroits où il est facile finalement d'obtenir des armes, d'obtenir du matériel. Donc, on va pouvoir faire du troc, notamment à l'aide des trésors qui ont été trouvés plus tôt dans l'aventure. Et on peut voir, si vous voulez vous imaginer un peu, les rues elles-mêmes qui vont être des pavés en pierre arrachés au corps des beffrois qui ont été combattus plus tôt. Il y a des murailles qui vont nous protéger justement à l'aide notamment des armures qui étaient portées par les monstres. À l'intérieur de ces cités-là, les aventuriers peuvent trouver du travail, notamment avec la guilde des chasseurs. On va la voir un petit peu plus tard. Ils peuvent également obtenir de l'information. Ils peuvent écouter les rumeurs qui circulent dans la ville. Ils peuvent obtenir un beffrelet. Ça va être un peu moins intéressant pour moi puisque j'en ai déjà 2. Donc, en somme, c'est un véritable tremplin pour poursuivre nos aventures, pour trouver également des indices en lien avec notre vocation. Donc, je trouvais ça super intéressant d'essayer finalement cette mécanique-là. Le but aussi, c'est de bâtir la ville durant notre processus, puisqu'ils ne vont pas nécessairement donner une image ou un exemple de ville qui existe déjà. Évidemment, moi, j'ai marqué sur la carte qu'on arrivait à la ville de Parapet. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, mais il n'y a pas de description de cette ville-là nulle part dans le livre. Donc, le but, ça va être de créer, encore une fois, cet endroit. On peut utiliser, encore une fois, des cartes pour... En fait, on doit utiliser encore des cartes pour créer tout ça. Et ce qu'ils nous disent, en fait, c'est qu'on va d'abord devoir utiliser 4 cartes que sont le 10, le valet, la dame et le roi.
C'est pas très important là, par rapport à l'identification de cœur, carreau, pic. C'est vraiment juste d'avoir les 4 figures qui vont représenter 4 endroits qui sont automatiquement dans chacune des cités de Colossal. Donc, le 10, ça va être le quartier des habitations. Le valet, le marchand. La dame, la taverne. Et le roi, la guilde des chasseurs. Tous ces endroits-là seront finalement à déterminer, à élaborer dans la façon qu'on veut que se développe finalement, que se déploie la ville dans laquelle on va évoluer. Il faut aussi les placer. Ça va être un peu difficile à vous faire voir. Peut-être que je vais prendre une photo ensuite des images. L'idée, c'est vraiment que les cartes, la disposition des cartes nous montre comment serait construit finalement comment serait construite plutôt la ville en tant que telle. Donc, tout à l'heure, je vais les disposer parce qu'il va falloir que je pige d'autres cartes. Donc, je ne vais pas nécessairement rapprocher les 4 endroits que je viens de nommer. Et je vais piger 4 nouvelles cartes. Et là, ça va être le hasard qui va nous dire quels seront finalement les 4 autres endroits. Ce que je m'imaginais, c'était vraiment un endroit, une ville qui allait finalement s'hisser en hauteur. Donc, je voyais vraiment les parties des beffrois différents qui avaient été amalgamés, finalement être posées l'une par-dessus l'autre. Et ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que les pattes ou les bras, les jambes soient des sortes d'ascenseurs qui se déplacent, puisque, bon, à la base, ce sont des parties qui sont amovibles chez la créature. Donc, vraiment, on passerait d'une partie à l'autre de la cité en se déplaçant dans ces énormes ascenseurs qui seraient peut-être pas si sécuritaires, donc qui pourraient mettre en danger la vie des gens qui les utilisent. En même temps, je pense que les gens sont prêts à prendre le risque puisqu'on explique quand même qu'une fois qu'on est à rentrer à l'intérieur d'une de ces cités-là, on est davantage en sécurité que lorsqu'on se promène à l'extérieur dans, finalement, le Wildland, pourrait-on dire, du Colossal. Donc, j'ai pigé les 4 autres cartes qui vont me permettre d'établir ma ville. On n'est pas obligé d'en prendre 8. Ça dépend finalement l'envergure de la cité dans laquelle on se trouve. Moi, je vais y aller avec le maximum. Tant qu'à être là, on va créer le plus qu'on peut pour qu'on puisse voir le plus de mécanismes également à l'œuvre. Donc, la première, c'est un 6. Encore une fois, Pic et compagnie n'ont pas d'incidence. Ce sont seulement des chiffres. Donc, on y trouve un vendeur ou une vendeuse de bras, qui est un élément qui peut être utilisé, qui peut être finalement prendre la forme d'une récompense lorsqu'on bat un beffroi. Voici ce qu'ils disent. Elle se tient derrière son comptoir, le dos hérissé de bras semblables aux pattes d'une araignée de pierre. Le vendeur, la vendeuse de bras peut vous trouver un nouveau bras et vous aider à réaliser le rituel d'harmonisation. Contre 2 trésors, elle peut vous fournir un tout nouveau bras. À vous de l'imaginer. Peut-être s'enroule-t-il comme un serpent, à moins qu'il ne soit épais et énorme comme un tronc d'arbre, et capable de soulever des rochers comme des fœtus de paille. Peut-être fœtus de paille, je crois qu'il faut dire. Donc, voilà pour celui-ci. J'en pige une autre. Le 4. Cartographe. Un individu sage et studieux qui a voué sa vie à la tâche complexe consistant à tracer la carte des environs de la ville. Les cartographes s'appuient sur les informations qu'ils tiennent des chasseurs de beffrois, car ils sont incapables de partir à l'aventure pour les réunir eux-mêmes. Elle paie 2 trésors. Ouh! Pour le plan d'une nouvelle zone, acceptez une quête auprès de la guilde des chasseurs. Dessinez le plan de votre aventure en notant tout ce que vous avez découvert lors des phases d'exploration. Ensuite, retournez auprès du cartographe pour obtenir votre récompense. C'est quand même intéressant que ça soit un peu différent dans le sens où ce n'est pas à nous de dépenser cette fois-ci, mais aux gens qui nous payent, aux cartographes. 4, on va en prendre une autre parce que si on pêche 2 fois le même élément, c'est un peu plate. 2, le lapidaire. Un spécialiste en béphrolite capable de travailler ces antiques pierres magiques et d'améliorer votre équipement, moyennant finance, bien sûr. Donc là, en fonction du nombre de trésors qu'on a, on peut avoir différents services. Contre un trésor, elle peut ajouter un pouvoir magique à votre casse. OK, ça c'est dommage, mais j'en ai pas. Contre 2 trésors, elle peut ajouter un pouvoir magique à un bras, à un beffrelet ou à une monture. Ça, c'est très intéressant parce qu'on se rappellera que mes 2 beffrelets n'ont pas de magie. Contre 3 trésors, elle peut partager avec vous un beffrolite de sa collection privée. Il ne s'agit pas d'une pierre de glace, de séisme ou d'électricité, qui sont les 3 pouvoirs magiques qui peuvent nous être octroyés ou que les beffrois peuvent avoir. Elle renferme un pouvoir magique unique.
À vous de définir ce pouvoir et de déterminer comment votre personnage s'en sert. Yeah, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a une image de lapidaire dans le livre. Je vous la ferai apparaître. Elle est très belle. J'aime beaucoup le design. Et un as. Et c'était la dernière carte. Il y a donc un palais. Cette ville abrite un palais ainsi qu'un dirigeant. Il s'agit sans doute d'un lieu à l'architecture somptueuse, conçu à partir des plus élégantes carcasses de beffroi sur un point surélevé qui domine le reste de la cité. Il n'y a guère de chance qu'on y laisse entrer un vagabond dans votre genre, mais votre récit donne peut-être à votre personnage des raisons de s'entretenir avec le dirigeant. Un présent vous faciliterait sans doute la tâche. Peut-être avez-vous trouvé un trésor lors de votre aventure. Intéressant. Donc, on a les 4 éléments de base, la guilde des chasseurs, la taverne, le marchand et le quartier d'habitation à créer. On a un vendeur ou une vendeuse de bras, un ou une cartographe, un ou une lapidaire et un palais. On va devoir les disposer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour voir quelle forme ça prendrait et déterminer un petit peu, en résumé, chacun de ces endroits-là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Comme plus tôt dans les autres vidéos, là, ça va être différent. Aujourd'hui, je ne ferai pas de journal d'exploration. Je vais me le garder pour la prochaine fois parce que c'est quand même beaucoup de création, la ville. Je vais prendre une petite pause que vous ne verrez pas puisqu'il y a du montage dans cette vidéo. Et ensuite, je vais vous montrer une photo un peu de la forme que ça pourrait prendre et vous décrire chacun de ces endroits. Peut-être qu'on aura le temps d'aller en explorer un ou deux. C'est sûr que le lapidaire et le vendeuse de bras m'intéressent. On va aussi voir que si on va passer une nuit à la taverne, on peut augmenter l'une de nos compétences. Je suis déjà pleine en exploration, mais il manque un point en bataille, donc je pourrais vraiment booster en bon français mon personnage si j'allais dormir une nuit à la taverne. Ça pourrait m'aider. Donc, on va voir. Je vous reviens très bientôt. À tout de suite. Je suis de retour après l'écriture des 8 lieux que je vais vous décrire à l'instant. Je vous partage également la photo de ce que ça donne lorsqu'on monte les cartes. Comme j'imagine dans ma tête, ce que serait la ville de Parapet. C'est un petit peu difficile à rendre visuellement, mais du moins, je vais l'expliquer en même temps que je vais lire chacune des parties. Donc, le quartier des habitations. Il n'existe que sous la forme d'un rez-de-chaussée. Une grande ligne d'habitation donnant l'impression d'un stationnement de roulotte. Ce sont probablement des cuisses, entre guillemets, de beffroi qui ont servi à l'élaboration de chacune des petites maisons jumelles. On sent que ce ne sont pas les gens les plus fortunés qui habitent ce quartier. On se doute qu'il y a des propriétés bien plus fortunées et uniques en hauteur. Le quartier d'habitation occupe le premier étage de la ville de Parapet, donc serait également un petit peu plus vers la gauche. La guilde des chasseurs. Il s'agit d'un repère sombre et ténébreux. Une odeur de viande fumée s'en extirpe. C'est dans le crâne même d'un beffroi que se sont installés les membres de la guilde. Chaque cavité oculaire est une entrée, mais de longs voiles noirs cachent ce qui s'y trouve. Des dessins parsèment l'extérieur de l'endroit. Ces derniers semblent raconter en images les chasses les plus glorieuses. Plusieurs morceaux de beffroi gigantesques entourent le lieu, un peu comme si certains venaient vénérer la place. Donc, ça se retrouverait également au rez-de-chaussée, donc au premier étage, un petit peu surélevé vers l'arrière. Le cartographe. À l'intérieur d'une minuscule main recroquevillée sur elle-même vit le cartographe et son atelier méticuleusement rangé. À Parapet, il est considéré comme un énergumène. Une raison explique cette perception, c'est que la plupart des citadins ne quittent pas leur lieu sécuritaire. Par conséquent, ils ne comprennent pas l'obsession d'Augustin pour les contrées étrangères. La main mécanisée, donc ce que j'imagine, c'est vraiment comme si l'atelier du cartographe était fait de façon sphérique, puis que c'était une main qui s'ouvrait et se refermait quand les gens entrent à l'intérieur, donc une main de beffroi, bien entendu. Donc, la main mécanisée est une excroissance du quartier de la guilde des chasseurs. Il est évident que le cartographe travaille en collaboration avec ceux-ci qui lui rapportent des informations précieuses. Donc, c'est la raison pour laquelle il se chevauche un peu. C'est comme si c'était une extension du quartier des chasseurs. La taverne, c'est l'entrée de la ville de Parapet. C'est la raison pour laquelle elle se trouve à l'avant et qu'elle est également au rez-de-chaussée. Choix judicieux, puisqu'on n'y trouve pas plus chaleureux et accueillant. Construite à même le corps d'un beffroi chantant, donc c'est vraiment juste son corps, son tronc,
Des rouages semblables à ceux qu'on peut trouver dans un piano sont constamment à l'œuvre, ajoutant une ambiance agréable. L'endroit est particulièrement vaste et permet d'héberger moult voyageurs et voyageuses de passage. On y sert des spécialités reconnues en ce qui concerne la gastronomie, tout en lien avec la cuisine des mers en raison de la proximité avec l'océan de mi-pièce que nous avons visité plus tôt. La vendeuse de bras. Claudie est une femme qui a roulé sa bosse dans la cité. Malgré son jeune âge, elle a fait ses preuves et démontré son expertise en ce qui concerne la connaissance des bras. Vous êtes chanceux si vous tombez sur elle à parapet, car il n'est pas rare qu'elle quitte pour partir à la recherche de marchandises dans les terres désolées du Colossol. D'ailleurs, son allure en dénote. Son corps est marqué de cicatrices et l'une de ses pattes d'araignée pierreuse a littéralement été arrachée. Or, ne vous en faites pas, si elle est absente, le bœuf-relais à son service, Gourou, pourra faire des affaires avec vous. Donc, elle, je l'ai placée plus vers l'arrière et en hauteur parce qu'elle occupe finalement les bras qui vont servir d'ascenseur aussi. Donc, elle se déplace entre les différents bras, qu'elle répare probablement, qu'elle également modifie au fil du temps et elle va se déplacer entre eux pour faire des affaires. Et c'est eux qui vont mener aux étages supérieurs. Donc, ils se déplacent. Et c'est exactement aussi ces ascenseurs-là qui vont nous mener vers le marchand et le lapidaire qui sont aux deux extrémités de la ville. Donc, le marchand, ou les marchands, devrais-je dire, Émile et Costa sont un vieux couple. Ils tiennent leur boutique de marchandises depuis des lustres. À l'époque, ils ont adopté Claudie, la vendeuse de bras, qui avait été abandonnée dans l'étendue du Colossol alors qu'elle n'était qu'une enfant. Leur magasin donne davantage l'impression d'une boutique d'antiquaire, mais ils ne se réclament pas de la sorte. Leur amour est contagieux et habite chaque recoin de l'endroit. Si vous leur rendez visite, il est impossible que vous ressortiez sans l'une de leurs anecdotes romantiques. Donc, ici, je vois vraiment deux vieux bonhommes qui sont en couple et qui travaillent dans la boutique chaque jour et qui ont vraiment, finalement, qui font vraiment partie de l'histoire de la ville de Parapet. C'est une tour qui se trouve sur le côté. Et vraiment, c'est des étages qui nous montrent le magasin. Probablement qu'à l'intérieur de celui-ci, il doit y avoir un petit mécanisme pour les monter parce qu'ils sont rendus très vieux, ils ne peuvent pas monter toutes ces marches. Vous voyez que, peut-être que vous me reconnaissez un petit peu en tant que DM, là, on devait construire des endroits, mais tous mes endroits sont basés sur des personnages ou presque. J'aime tellement inventer des NPC. Pour les gens qui ont écouté La Forêt des Possibles, vous voyez que c'est vraiment l'un des trucs que j'adore. Donc, je pense que ça fait partie de mes forces ou du moins de ce que j'aime, de mes intérêts. La lapidaire, maintenant. Mamie Pierrette fait partie des meubles à Parapet. Certaines rumeurs affirment qu'elle est l'une des fondatrices de la cité. Elle pratique le métier de lapidaire depuis des lustres et toutes ces années ne l'empêchent pas de pouvoir scruter minutieusement les pierres magiques qu'on lui ramène. Malheureusement, elle ne peut plus partir elle-même à la recherche de celles-ci. Cependant, elle a réussi à accumuler un pactole avec le temps. Son bureau a été forgé à l'intérieur d'une antique pierre magique assez grande pour accueillir une salle. On dit que c'est la raison pour laquelle elle occupe l'un des seuls endroits équipés d'électricité dans tout Parapet. Donc, un lapidaire, c'est quelqu'un qui va finalement vraiment être spécialiste, qui va être capable de travailler les antiques pierres magiques et d'améliorer l'équipement des gens. Donc, ce que j'imaginais, elle est vraiment plus vers la gauche, c'est que c'était vraiment une immense pierre, un peu comme un cristal, qui pourrait venir carrément s'attacher au quartier des habitations, donc être un peu au-dessus, là, parce que ce serait plus en hauteur. Il faudrait l'atteindre avec un ascenseur et qui serait comme jaune, extrêmement brillant, parce que ce serait une pierre d'électricité dans laquelle se trouverait finalement son bureau, et c'est ça qui ferait en sorte qu'elle serait illuminée. Finalement, on termine avec le palais, que vous avez vu, j'ai mis au centre parce qu'il est très haut au milieu de la ville de Parapet. Le palais se dresse loin au sommet de la cité. Il a une vue magnifique sur une énorme partie du Colossol. Un beffroi entier a été utilisé pour sa construction. L'ascenseur qui y mène implique un voyage de quelques minutes, ce qui est considérable dans les circonstances. Des pierres antiques assurent l'éclairage des multiples salles, les unes plus élégantes que les autres. On voit que Clarissa, reine des lieux, est une collectionneuse. Plusieurs des pièces agissent comme des musées de reliques anciennes. Les beffrelets y sont invités comme de petits princes puisque la dirigeante les trouve particulièrement mimi.
Donc voilà la belle ville de Parapet que j'ai créée. J'aimerais vraiment ça vous entendre en commentaire à savoir, vous, qu'est-ce que vous auriez fait de différent, qu'est-ce que vous trouvez cool dans ce que j'ai créé. Ça me rappelle quand même un petit peu les rencontres aléatoires que Pépé faisait et auxquelles j'ai participé pendant un certain temps. Ça m'a redonné un peu cette vibe-là en bon français. Ça me donne le goût d'en refaire à nouveau. Mais vous, est-ce que vous auriez fait des choses différentes? Est-ce que le palais, quelle forme aurait pris le palais? Qui aurait été le vendeur ou la vendeuse de bras? Donc, j'aimerais ça voir en commentaire là, toute votre créativité. Et là, il faut savoir comment Odile Orvis va se lancer là-dedans. Donc, mon idée, c'était que Odile allait d'abord essayer de gagner le palais. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, ben, un vagabond comme moi ne sera pas nécessairement bien reçu dans l'endroit. Mais peut-être qu'en se promenant dans la ville, en arrêtant à la taverne, elle a entendu dire que Clarissa, la dirigeante de Parapet, collectionnait les reliques religieuses. Donc, on se rappellera que j'avais quand même 3 reliques de dragon. Et évidemment, Odile va poser des questions sur est-ce qu'ici, il y a un culte, blablabla, par rapport à ça, parce qu'on en a trouvé vraiment beaucoup. Donc, je pense qu'elle va aller là en se disant, je vais essayer de lui échanger. Et un autre truc, les beffrelets. Elle a su que Clarissa aimait beaucoup les beffrelets. Je vais vous avouer que Odile, comme on l'a dit plus tôt, avec son caractère un peu colérique, elle n'a pas vraiment envie de garder les 2 beffrelets. Boom, elle a un attachement personnel à lui. Donc, elle ne voudrait pas échanger Boom. Mais peut-être que Sacré, elle voudrait essayer de lui donner. D'autant plus qu'il a un lien avec, justement, le Sacré, tout ce qui est relié, finalement, à un culte. Donc, elle irait rencontrer Clarissa. Elle montrerait probablement aux gardes qui montent la porte tous ces objets-là et elle parviendrait à en échanger quelques-uns avec elle. Et qui sait, peut-être qu'elle lui donnerait un trésor. C'est ce que j'aimerais qu'elle lui donne. Donc, peut-être elle pourrait... qu'est-ce qu'elle pourrait lui donner comme trésor? À échanger? Ou un objet, peut-être? Non, un trésor. Elle pourrait lui donner... peut-être qu'elle lui donnerait pas toutes ses reliques. Je pense qu'elle lui échangerait le beffrelet et elle lui donnerait 2 reliques. Elle en garderait une. Par exemple, celle qui a été offerte par la première ville dans laquelle elle s'était trouvée. Et en échange, je pense qu'elle pourrait lui donner 2 trésors. OK? Voilà, c'est ce qu'on va faire. On en avait déjà 2 autres qui étaient la relique qui illuminait de façon étrange. Puis, on en avait également un autre qui, là, m'échappe, qui était l'œuf de grosseur considérable, bien considéré, que je vais garder. Et je crois qu'elle va aller passer un petit moment à la taverne, prendre du bon temps, manger, probablement avoir une petite bisbille avec quelqu'un parce qu'elle ne se fait pas servir assez rapidement. Bon, l'endroit est chaleureux, donc ça va bien se terminer. Mais ça se pourrait même peut-être qu'on en vienne presque au point jusqu'à temps que Boom la retienne, voyant tout ça arriver à grands pas et éclater. Elle va passer une nuit là, donc je vais pouvoir augmenter ma valeur de combat. Je suis maintenant booster, maximiser le personnage pour aller vers la fin. Hein, c'est quand même pas trop mal, mais j'imagine qu'il va y avoir un combat dans la prochaine exploration, on verra bien. Et le lendemain, j'irai voir le lapidaire. La lapidaire, en fait, Mamie Pierrette. En arrivant justement dans sa boutique, peut-être un peu trop éclairée vu le matin qui s'offre à nous et qu'on vient juste de se réveiller, je ferai affaire avec elle. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est ajouter un pouvoir magique à mon beffrelet. Boum! Donc, on a le choix entre glace, séisme et électricité. Je pense que puisque j'ai établi que Mamie Pierrette était spécialiste dans l'électricité, je vais prendre électricité. Donc, on va ajouter le pouvoir électricité à Boum! C'est trop chouette. Pour 2 trésors. On va échanger, probablement qu'elle va le trouver trop mignon et tout ça. Et par la suite, je vais me rendre à la vendeuse de bras. Claudie, je l'ai appelée. On va voir si elle est là. Je suis curieuse. Si je pige une carte de As à, mettons, 8 ou 7, pour que ça soit à peu près égal, elle n'est pas là. Et 8 et plus, elle est là. 5. Donc, elle n'est pas là. On va faire affaire avec son beffrelet, Gourou. Puis ce que j'aimerais, en fait, c'est que ça soit seulement Boom
et Gourou qui échangent. Donc, on verrait juste à côté Odile, très impatiente parce que ça ne se termine plus. T'sais, imaginez R2D2 parler avec un autre R2. Et qui se parle pour voir si on peut finalement obtenir un bras. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais échanger mes 2 derniers trésors contre l'un des bras qui est là. Là, il va falloir l'inventer, ce bras-là. Dans les exemples, ils nous disent, bon, peut-être s'envole-t-il comme un serpent, à moins qu'il ne soit épais et énorme comme un tronc d'arbre. Je vais y réfléchir. J'aimerais bien vous demander de réfléchir avec moi, mais le rythme d'enregistrement est assez rapide, donc je ne voudrais pas vous dire oui, réfléchissez, puis finalement ne jamais prendre vos réponses. Je pense que je vais y réfléchir d'ici la prochaine partie, parce que je pense que l'exploration de la ville va s'arrêter ici. Je n'ai plus assez d'argent pour aller chez le marchand. Par contre, on peut quand même regarder quels sont les objets, ne serait-ce que pour vous en dire un peu plus. On avait plusieurs objets précieux, dis-je, spéciaux. J'ai mélangé les deux. Les gants de beffroi, d'énormes mains de pierre qui recouvrent les vôtres et vous permettent de frapper avec la puissance d'un beffroi. Ouh, c'est un objet seulement pour échanger. Une potion mystérieuse, une bouteille remplie de liquide violet qui pétille. Après avoir bu cette potion, retirer une blessure reçue au combat. C'était 2 trésors. La perche extensible, une perche extensible fabriquée à partir de pièces de beffroi, vous permet d'effectuer des sauts en hauteur, mais aussi d'attaquer à une certaine distance. 3 objets au choix. L'épée électrique, l'épée à 2 mains d'un beffroi imprégné de magie électrique, prix 1 trésor. Le planeur, élégante structure de planeur pliable à porter sur le dos et qui vous permet de planer depuis les hauteurs, prix 3 trésors. Le lance-câble, il y a plein de trucs qui me font penser à Horizon Forbidden West, au jeu auquel je suis en train de jouer et que j'aime beaucoup, je le recommande. Lance-câble, cette sorte d'arbalète projette 2 pointes reliées par une chaîne pour qui sait viser. Ce dispositif peut faire tomber un beffroi. Intéressant quand même. 4 objets pour le prix. L'armure carapace. Une armure en pierre de beffroi façonnée en forme de carapace de tortue bloque une blessure à chaque phase de combat. Ah, ça c'est très bon, mais ça coûte quand même 5 trésors. Et finalement, le météolite. Cette pierre mystérieuse agit sur le temps qu'il fait. Tirez une fois sur la table de météo de la section Rencontre sur l'océan pour savoir quel genre de conditions météo elle évoque toujours. Peut servir une fois par phase d'exploration. Prix, 5 objets au choix. Oh, c'est très cool. Le marchand me fait aussi penser que ça serait quand même bien que je fasse peut-être une petite table aléatoire d'autres objets qu'on pourrait créer en lien avec Colossal. Peut-être que je pourrais offrir ça au Patreon. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y pense. Tout à l'heure, je disais, ben, j'ai plus vraiment d'argent, il me reste un objet. Mais c'est vrai que je pourrais par contre... Ah non, attendez. Ah non, les 2 trésors, je les ai échangés tout à l'heure avec Clarissa. Peut-être que je pourrais, après mon exploration, parce que je vais quand même faire une exploration, je n'irai pas nécessairement prendre une quête à la Guilde des chasseurs, parce que je ne considère pas que Odile Orvis est une chasseuse de beffroi. Ce qu'elle fait présentement, sa vocation, ça la pousse à poursuivre un beffroi, mais c'est pour obtenir une capacité, pas tant parce qu'elle est une chasseuse de beffroi. Donc, on dirait que je suis un petit peu moins chaude à l'idée de faire ça. Par contre, c'est sûr que ça nous permettrait de voir les mécanismes, là, ce qui est un peu aussi le but, l'objectif de ce que je fais en ce moment. Fait que je vais y réfléchir d'ici la prochaine fois, mais c'est sûr au moins qu'il y aura une phase d'exploration. Fait que peut-être que je vais en ressortir avec d'autres trésors, puis que je pourrais aller voir le beau petit couple mignon de petits monsieur qui sont chez les marchands. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Je vais avoir créé le nouveau bras que j'ai acquis. Peut-être qu'on va aller faire une petite visite chez le marchand après ma phase d'exploration qui va consister en 5 étapes. Il n'y a pas de table aléatoire juste pour la ville de Parapet. Ça aussi, ça pourrait peut-être être cool d'en créer une. Je vais voir si j'ai du temps, si j'ai de l'imagination. Sinon, on va aller repiger dans la table aléatoire du début où il y avait également pas juste des lieux, mais des êtres vivants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai trouvé ça vraiment cool de créer ça et que vous serez là pour la prochaine phase d'exploration. On arrive vers la fin. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé ici, qu'est-ce que vous auriez fait différent, qu'est-ce que vous voudriez pour la suite des aventures d'Odile Orvis. Si vous avez aimé ça, évidemment, petit pouce en l'air, mettez des cœurs, envoyez des commentaires, on en a besoin. On veut que ça se poursuive. Hein. Dans ce projet, je suis seule, mais je ne suis pas véritablement seule et j'aimerais bien sentir que vous êtes avec moi, que vous êtes derrière le projet de Coup Critique. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Si jamais vous avez autant de trésors et que vous ne les avez pas tous dépensés comme moi, vous pouvez soutenir sur Patreon pour du contenu exclusif.
peut-être qu'il c'est une table aléatoire dans le monde de Colossal sous peu, ou bien du contenu en avance. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!